Donc cette conférence est organisée en partenariat avec l'Université de La Rochelle, représentée par Solène qui va dire un mot, et avec l'association des professeurs de biologie et de géologie. Marc-André Sellos, vous êtes aussi quelqu'un qui milite de manière très active pour qu'on ne fasse pas disparaître les sciences de la vie et de la Terre dans les programmes scolaires. Donc vous en direz peut-être un mot tout à l'heure avec Michael. Bon, je laisse la parole à Solène et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à tous. Un petit mot au nom de l'Université de La Rochelle et au nom plus particulièrement de la Maison d'étudiants, l'espace culture de l'université. Et on travaille chaque année et toute l'année pour inviter des artistes tout au long de l'année, des auteurs, et on est ravis que la science prenne part aussi à la culture. Donc on est très content d'avoir cette année travaillé avec le festival pour faire venir Monsieur Sellos ici, et aussi un travail avec des enseignants, parce que tous les projets qu'on mène à l'année sont co-construits avec une équipe d'enseignants, des chercheurs, des étudiants, parce que pour nous c'est très important de faire ce lien-là, parce que déjà on a des étudiants dans la salle, et je vous salue, et ils sont directement impliqués sur l'événement en préparation, et je remercie Michael Hérault d'avoir fait ce travail-là, qui demande du temps et de l'implication. Voilà, merci aux étudiants qui ont travaillé aussi sur cette rencontre-là. Et bienvenue à tous à l'université, peut-être un retour pour certains d'entre vous. Et je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle rencontre. Merci. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence ce soir. Donc, je remercie Xavier, je remercie Catherine de nous avoir mis en relation justement pour présenter Marc-André ce soir. Je remercie aussi Christian d'avoir mis à disposition l'amphithéâtre 400 pour cette conférence. Alors je vais vous présenter Marc-André Sellos en quelques points, parce qu'en fait, il a une énorme biographie à l'heure actuelle concernant justement son œuvre. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il est responsable de l'équipe interaction, évolution végétale et fongique. Il est aussi professeur invité dans des universités comme Dansk en Pologne et Kunming en Chine. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, à peu près. Il est membre de l'Académie d'agriculture de France. Alors, sa principale activité de recherche l'a conduit sur le terrain des mycorhizes, des relations notamment entre les plantes et les racines, les champignons et les racines de plantes, plus exactement. Donc beaucoup d'articles publiés. Il a aussi une seconde casquette importante, notamment pour la diffusion du savoir autour de son expertise. Beaucoup de démarches de diffusion, notamment aussi dans des articles, dans des revues spécialisées, mais aussi des revues qui sont plus vulgarisées, notamment pour nos étudiants, aussi pour nous en tant qu'enseignants. Je citerai notamment 2 ouvrages phares. Un ouvrage sur la symbiose dans les années 2000, on en parlait, qui m'a un petit peu façonné en tant qu'étudiant aussi à travers ces questions d'interaction mutualiste. Et puis l'ouvrage plus récent, Jamais seul, qui permet d'avoir une autre vision un petit peu sur justement les microbes et de voir finalement que le monde est surtout microbien. Tu vas certainement nous en parler un petit peu plus ce soir. Beaucoup même. Beaucoup même. Voilà, puis enfin, comme l'a évoqué Xavier, c'est un acteur très engagé dans la défense des sciences naturelles et je tiens à le remercier sincèrement pour ses actions. C'est les sciences de la vie et de la terre, les sciences naturelles, c'est une discipline qui à l'heure actuelle permettent de travailler sur différents enjeux, sur la santé, sur la biodiversité, sur le climat. Et à l'heure actuelle, dans les programmes scolaires sur la réforme lycée, les sciences de la vie et de la terre ont été un petit peu malmenées, ont été moins bien servies que d'autres disciplines. Voilà. Alors, avant de démarrer cette conférence, on a réalisé un petit travail avec les étudiants. Ils ont fait quelques petites vidéos, des petites capsules vidéo autour de questions grand public sur les représentations qu'on peut avoir sur le monde microbien. On a sélectionné 2 vidéos, on ne pouvait pas tout présenter ce soir, donc on a sélectionné 2 questions posées au grand public à La Rochelle. Donc je les remercie sincèrement pour ce petit travail rapidement réalisé et monté. Bravo à eux. Donc les 2 questions sont les suivantes. Où sont les microbes et quels sont les effets des microbes sur les organismes? Donc on va démarrer justement avec ces 2 petites questions. On va laisser diffuser ces vidéos et puis après on pourra revenir dessus en fonction de ta conférence, Marc-André. Voilà. Merci. Où sont les microbes? Bonne question. Dans l'air?
sur tout ce qui est les toilettes, tout partout. Dans l'air, je pense qu'ils sont les microbes. À l'hôpital, il y en a plein. Nous, on en est plein déjà. Le corps humain, on est plein. Ah ben les microbes sont partout. Ils sont dans le règne animal et dans le règne végétal. Il y en a partout. Les germes pathogènes sont ceux qui rendent malades et les germes saprophytes, ce sont des germes qui aident le corps humain à digérer et qui permettent également de faire tous les volets de l'agroalimentaire. Où se trouvent les microbes? Il y en a. Partout. Je dirais dans l'air, sur l'ol, partout. Qu'on touche, il peut y avoir des microbes. Selon vous, quels sont les effets des microbes sur l'organisme? Ça rend comme on est là, malade. Après, je sais pas si... Non, il y a une différence entre les bactéries et les microbes. Je sais qu'il y a des bactéries qui sont inoffensives pour le corps, qui sont même bonnes pour le corps. Après, les microbes... Moi, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Les microbes sont pas mes amis. La diarrhée, on peut avoir des maladies de peau. Il y a des microbes pathogènes. Si je suis bien mes cours. Ça dépend. Il y en a qui vont être plus efficaces que d'autres. Et il y en a qui sont soignables et d'autres non par des médicaments. C'est encore d'autres à dire que sur les microbes. Les microbes, ça s'attrape partout. Des fois, quand on se lave pas les mains, on fait une cuisine ou quelque chose comme ça. Dans les petits microbes, si on ne prend pas ou d'autres, après, il y en a qui attrapent des maladies. Développer un système immunitaire, peut-être. Ouais. Le microbe fait partie aussi de nous, de notre constitution. Je pense qu'on en a beaucoup dans nos intestins. Et il y a des microbes qui sont plus ou moins virulents, dans mon imaginaire personnel. Et effectivement, ceux qui sont peut-être pas bons pour nous, du coup, notre système immunitaire permet de se défendre. Ouais. Et ceux qui sont bons pour nous permettent d'avoir une bonne santé. Les microbes, ils peuvent être néfastes pour la santé. Ça peut entraîner des maladies. Certains microbes qui peuvent être effectivement intéressants pour les intestins. Ça développe, je ne sais pas, voilà, c'est des petits êtres pas très sympathiques. Merci en tout cas, madame. Bon, alors une première conclusion s'impose, hein. Les gens sont conscients qu'il y a des microbes partout. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'éventuellement on identifie tout à fait où, mais enfin, bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il commence à y avoir un changement dans l'opinion publique sur leur rôle, puisque vous avez vu que certains évoquent des rôles éventuellement bénéfiques. Enfin, c'est quand même du bénéfice un peu à la louche, parce qu'en gros, ça entraîne le système immunitaire, quoi. C'est un peu comme de prendre des baffes, ça forme le caractère. Bon. Alors, je voudrais commencer cet exposé en remerciant donc tous ceux qui ont, et vous avez vu qu'ils sont nombreux, concouru à ce qu'on puisse être ensemble ce soir. Et effectivement, je crois que ces vidéos montrent à peu près ce dont il va s'agir. Il va s'agir de voir cette omniprésence microbienne, mais cette omniprésence microbienne n'est pas qu'une présence physique, parce que ça on le savait du temps de nos études, enfin en tout cas des miennes, hein, donc c'est un certain temps, c'est surtout une omniprésence fonctionnelle. Et puis, au fond, la deuxième histoire au-delà de la présence des microbes dont on va parler aujourd'hui, c'est cette idée que les interactions entre espèces ne sont pas forcément des interactions de parasitisme, de compétition, bref, des interactions qui abîment au moins l'un des protagonistes, mais également des relations de coopération, ce qu'on appelle des relations de mutualisme, c'est-à-dire des interrelations qui sont mutuellement bénéfiques pour les protagonistes. Alors, je vais prendre un plan qui vaut ce qu'il vaut, mais je vais d'abord regarder une plante et vous allez voir qu'en fait, on ne fait pas de plante sans microbes. Alors, je vous sens sourire parce que vous sentez quand même que là, quelqu'un a un livre à vous vendre et donc il va essayer de vous convaincre qu'on ne fait pas de plantes sans microbes, mais vous sentez un petit peu l'artifice de présentation. Alors regardez, déjà les plantes sont vertes. Et ce qui est vert dans les plantes, ce n'est pas vraiment les plantes. En réalité, c'est une histoire de microbes déjà. Les plantes sont vertes, je pense que personne ne sera vraiment étonné de ça, et tout le monde se souvient de ces études, les plantes sont vertes à cause de la chlorophylle, et cette chlorophylle se trouve au fond des cellules que vous voyez ici,
polygonale, elle se trouve dans des chloroplastes, des structures vertes qui abritent donc la chlorophylle et qui sont responsables de ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire la conversion du gaz carbonique de l'atmosphère en sucre, ce qui consomme évidemment de l'énergie, mais l'énergie qui est amenée justement par la lumière captée par la chlorophylle. Bon, ça rappelle des souvenirs. Ce qui est apparu récemment, en fait, c'est une histoire un petit peu différente. Ces particules-là ont la particularité de contenir de l'ADN. Elles ont un génome, et pour le coup, c'est un génome qui ressemble beaucoup à un génome de bactéries. En fait, on sait aujourd'hui que ces chloroplastes sont des cyanobactéries, c'est-à-dire des bactéries capables de photosynthèse, et ces bactéries-là, on en a partout autour de nous. Je vais vous dire un truc, sur le cuir chevelu, il y en a, parce que c'est au soleil, surtout aujourd'hui. Ça veut dire que, en fait, ce qui est vert et ce qui fait de la photosynthèse dans les plantes, ce n'est pas réellement les plantes elles-mêmes, mais c'est une bactérie qui leur a amené ça, qui est rentrée dans une cellule d'un ancêtre très très lointain de toutes les plantes et qui a été ensuite transmis de génération en génération, qui se transmet comme un constituant cellulaire ordinaire. Mais néanmoins, c'est bel et bien une bactérie qui fait que les plantes sont vertes et qu'elles font la photosynthèse. Une bactérie devenue héritable, qui est donc, en d'autres termes aussi, un constituant cellulaire maintenant, mais bel et bien une bactérie. La photosynthèse, ce n'est pas venu aux plantes par leur évolution propre, mais par l'acquisition de tout ce qu'avait acquis dans sa propre évolution une lignée de bactéries qui a appris à faire la photosynthèse. Vous savez, les cyanobactéries, il n'y a pas besoin d'aller loin. Je me promenais en ville, cette ville est formidablement entretenue, mais il y a quand même sur les façades, au bout de quelques temps, des espèces de revêtements grisâtres qui se développent. Et il ne s'agit pas de pollution, les rues piétonnes, il n'y a pas de pollution, ce sont des cyanobactéries. Ces bactéries-là, comme celles que vous avez à l'écran, existent sur les murs, sur les arbres, j'ai dit même sur le cuir chevelu. Elles sont vraiment partout autour de nous, et puis certaines d'entre elles sont devenues des partenaires de cellules végétales qui d'ailleurs, au passage, les nourrissent, car elles n'ont plus elles-mêmes accès à l'extérieur. Voilà une image où l'on voit à la fois les cyanobactéries, vous voyez, qui couvrent de pissures, de dégoulinures un petit peu, ou d'une patine un petit peu grisonnante la roche. Ces cyanobactéries-là vivent libres sur la roche. C'est la couleur du calcaire et du granit quand il a affleuré depuis longtemps. Et puis il y a aussi ces cyanobactéries qui sont dans les plantes et qui les colorent en vert, cette fois-ci un vert beaucoup plus fort. Voilà, des cyanobactéries, vous ne pouvez pas dire que vous n'en avez jamais vu. Vous en avez vu autant que vous avez vu de verre et de monuments ou de façades un peu colorées. Et c'est elles qui font que les plantes sont vertes. Bon. Alors évidemment, ça fout un coup de savoir que ce n'est pas les plantes qui font la photosynthèse, mais en réalité, on peut se dire que, passé ça, la plante fait quand même le reste du travail. Ben non. En réalité, la plante est incapable d'exploiter le sol. Alors, je vous entends encore sourire à l'intérieur de vous-même, mais je vois que vous êtes poli, donc vous ne souriez pas trop apparemment. Vous sentez l'excès de la chose. Ben, cet excès-là nous renvoie à ces navires qui sont partis de ports comme celui de La Rochelle et qui sont partis à une époque coloniser, commercer avec les régions tropicales. Vous imaginez que quand ces navires arrivent, ils sont un peu en miettes, ce sont des navires en bois, et on va tenter d'implanter des pins en Afrique tropicale ou bien en Amérique du Sud pour pouvoir remater ces bateaux, les recalfater. Le pin, il a une belle fibre droite, il a un bois qui est plein de résine, et c'est tout à fait ce qu'il faut pour refaire des bateaux. Et en plus, chez nous, les pins font partie des premiers arbres qui recolonisent les pâtures abandonnées, les zones agricoles abandonnées. Ce sont des arbres pionniers. Donc ça devait pousser. Oui, parce que les pins, ils sont dans l'hémisphère nord, il n'y en avait pas ni en Amérique du Sud, ni en Afrique du Sud. Qu'à cela ne tienne, on amène des graines, on les plante, elles germent, elles forment les premières aiguilles vertes, et puis, au bout de quelques jours, ces aiguilles jaunissent, tombent, et la plante meurt. Et si elle survit, elle est haute comme ça à 15 ans. Donc, ça ne pousse pas. Qu'à cela ne tienne, à l'époque, on n'allait pas à l'université, mais on avait quand même du bon sens paysan. On a amené dans ces zones-là des pins déjà enracinés, avec du sol d'Europe, dans du sol d'Europe. On les a plantés en pépinière ou plantés directement, et là, ils ont superbement poussé. Le problème était résolu, tellement résolu qu'aujourd'hui, ce sont devenus des espèces invasives qui menacent les écosystèmes, notamment en Amérique du Sud, les écosystèmes indigènes. Peu importe, maintenant ils poussent. Mais pourquoi ? Ce qu'on a introduit, c'est bien sûr des pins enracinés, mais surtout des champignons du sol. Alors là, c'est un peu le champignon de démonstration, parce que le sol en est plein. On en voit tous ces filaments, mais ordinairement, ils sont microscopiques.
Et on voit très bien que ces filaments de champignons qui sont dans le sol viennent s'associer aux racines ponctuellement, viennent se grouper autour des racines et forment ce que l'on appelle une mycorhize. Alors ça, c'est comme indiqué tout à l'heure, c'est quelque chose sur quoi travaillent mes équipes de recherche, on travaille nous là-dessus. Donc je vais essayer d'être bref et de modérer mon enthousiasme pour passer au déluge quand même, mais l'idée c'est que vous avez quand même un truc absolument superbe où une racine et des filaments de champignons tissent ensemble une structure commune, se mélangent étroitement, et se mélangent non seulement structurellement, mais aussi en termes de fonction, car, en fait, une plante n'exploite pas le sol sans champignons. Elle ne peut pas, elle-même, efficacement, aux concentrations ordinaires dans les sols, notamment forestiers, aller chercher l'azote, le phosphate, l'eau, les sels minéraux dont elle a besoin. C'est le champignon qui va le chercher. Lui-même, le champignon, d'ailleurs, a besoin de la plante pour se nourrir. Il a besoin de la plante comme source de sucre, et tout ce petit monde-là est interdépendant. Les champignons qui font ça, sur les racines des arbres comme les pins, c'est les champignons qu'on trouve en forêt, et c'est ceux qu'on trouve en forêt tempérée, mais justement pas dans les forêts tropicales. En d'autres termes, sous les tropiques, il n'y avait pas les champignons qu'il fallait. Vous allez voir, il y en avait d'autres, mais il n'y avait pas ceux-là. Et ceux-là, c'est ceux qu'on a en se baladant dans nos forêts, ou d'ailleurs sous les pinèdes introduites en Amérique du Sud. On a des choses que vous connaissez, je pense, des girolles, des cèpes, mais aussi des amanites, des cortinaires, des russules, les trompettes de la mort, des pieds de mouton, mais aussi le pire, les bons et les méchants, mais ceux qu'on ne trouve qu'en forêt, et notamment aussi les truffes, que elles, je vous rappelle, on trouve toujours sous des arbres, à tel point qu'on plante des arbres pour avoir des truffes. C'est aussi un champignon qui fait des mycorhizes. Alors ce mot de mycorhize, il est un peu barbare, mais il y a dedans champignon et racine en grec, myco le champignon, rhiza la racine, c'est cet organe mixte qui est traduit par un mot mixte, même s'il est grec, c'est quand même un mot mélangé, qui traduit cette identité double, et les échanges sont à l'écran. La plante donne des sucres et des vitamines au champignon, qui en a vitalement besoin, et le champignon donne à la plante ce qu'il a été récolté lui-même en tout point du sol, où ses ressources sont très diluées, l'eau, l'azote, le phosphate. Cet organe mixte, il est présent chez les arbres. Bon, alors vous allez me dire, ok, c'est sympa, mais bon, toutes les plantes ne sont pas des arbres, et d'ailleurs, sous les tropiques, les arbres, ils poussaient bien tout seuls. Oui, mais regardons par exemple une plante qui n'est pas un arbre, qui vient des régions tropicales, même si maintenant on le cultive par ici, le maïs. Et vous voyez très bien, ici, il a été déraciné, vous voyez, c'est... Ah, j'ai entendu une seule bonne réponse, par là. C'est mycorhize. Oui, parce que là, vous ne voyez pas le champignon. Et ne sortez pas la loupe, c'est pas la peine. On ne voit pas bien le champignon sur les racines. Il est très discret à l'extérieur, il rentre directement dedans. La plupart des choses que vous avez appelées des racines, c'était des mycorhizes. Mais pas les mêmes que celles des arbres, et pas avec les mêmes champignons. Et les mycorhizes qu'on trouve sur les plantes herbacées de chez nous, les herbes, les petits arbustes, c'est les mêmes que ceux qu'il y a sur les arbres tropicaux d'ailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes champignons, c'est d'autres champignons. La morphologie de l'association avec la racine n'est pas la même, de sorte que ça a vraiment l'air d'une racine. Mais quand on colore l'intérieur de la racine, regardez, j'ai les grandes cellules ici de la racine, et j'ai des filaments de champignons qui passent entre les cellules et qui rentrent dans certaines en se ramifiant finement, sans les tuer, juste pour faire une plus grande surface d'échange. C'est très intime, parce que là, c'est même les cellules qui sont pénétrées de champignons. Bon. Donc, on a là encore quelque chose qui n'a pas vraiment, qui ne traduit pas extérieurement l'allure d'une mycorhize, mais qui est une mycorhize aussi. En fait, 9/10 des plantes ont des mycorhizes. Seuls 10% d'entre elles ont secondairement perdu les mycorhizes pour s'adapter à des milieux riches, où là, il n'y a pas besoin de champignons, il y a assez à trouver dans le sol sans eux. Bien, donc vous avez vu que là, ces mycorhizes, elles permettent aux plantes de se nourrir. Mais ces mycorhizes, en fait, ont d'autres propriétés. Elles leur permettent aussi de se défendre. En effet, quand votre racine, c'est ces petits bouts de racines qui sont des racines très jeunes, très fines, qui sont faits de cellules toutes vivantes, il n'y a pas encore d'écorce comme là, c'est des cellules toutes jeunes là qui sont là en surface. Quand cette cellule est complètement gancée de filaments de champignons, c'est un peu comme quand vous avez mis des chaussures ou des chaussettes, elles sont protégées physiquement. Donc ces mycorhizes interviennent aussi dans des effets de protection. Bon, là, ça se voit à l'écran. La racine, dans ses parties jeunes, fines, en croissance, parce qu'elle croît par l'extrémité, elle est protégée. Mais l'effet protecteur n'est pas simplement un effet protecteur dû à la présence du champignon. C'est aussi un effet
protecteur indirect. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui ressemble à un tour de magie et qui est décrit des milliers de fois dans la littérature scientifique. Nous allons prendre du tabac. Et ce tabac, on va prendre une variété moderne de tabac, du coup tous les individus sont génétiquement identiques, d'accord? Et il y en a qu'on élève dans un sol sans champignons mycorhiziens, et alors du coup, il faut mettre beaucoup d'engrais pour que ça pousse, mais ça pousse quand même, bon, et on mycorhize les autres, c'est-à-dire qu'on rajoute un champignon. Ok. Et puis on inocule en 2 points, là et là, un champignon qui est une maladie, pas tellement une maladie du tabac, mais enfin une maladie de plante qu'on appelle la pourriture grise. Et vous connaissez le Botrytis cinerea sous un autre nom, quand il attaque des raisins en fin de maturation, c'est la fameuse pourriture noble. D'accord? Bon, sur des raisins en fin de maturation, c'est pas très grave pour la plante. Sur les feuilles, ça fait une pourriture grise. Vous voyez, une petite lésion ou une grosse lésion. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, bien que génétiquement identiques, les arbres non mycorhizés, ils ont des lésions plus grosses que les arbres, les tabacs, c'est des tabacs, c'est pas des arbres, non mycorhizés ont des lésions qui occupent une surface au moins 2 fois plus grande en moyenne sur les feuilles que ceux qui sont mycorhizés, qui eux se défendent mieux. Et quand on regarde l'accumulation de composés de défense, c'est-à-dire les composés qui, après l'attaque, sont accumulés par la plante pour se défendre, techniquement, pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre nous ici ou qui sont profs de bio, ce sont des protéases qui découpent en morceaux les exoenzymes du champignon qui elles-mêmes permettent au champignon d'attaquer la feuille. Bon, ça pourrait être d'autres défenses, n'empêche que ça empêche le champignon de rentrer. Regardez, sur la plante mycorhizée, à 12 heures, il y en a un petit peu, à 24 et 72 heures, il y en a plein, le champignon, il n'arrive plus à se développer. Sur les plantes non mycorhizées, il s'en accumule beaucoup moins vite. En fait, la réaction immunitaire est plus performante quand on est mycorhizé que quand on n'est pas mycorhizé. Alors, soyons clairs, toutes les plantes sont mycorhizées, donc toutes les plantes fonctionnent comme ça. Et du coup, d'ailleurs, la pourriture grise n'est pas une maladie de tabac. Mais quand on fait un monstre comme ça, quelque chose qui n'existe pas trop dans la nature, on s'aperçoit que si les plantes ont un système immunitaire efficace, c'est que ce système immunitaire à un moment a été influencé par un champignon qui n'est pas une maladie et qui à distance, le champignon mycorhizien il est sur les racines, qui à distance modifie la plante et rend le système immunitaire pleinement opérationnel, en un mot adulte. C'est marrant, hein? Ça veut dire qu'en fait, la plante ne mûrit pas son système immunitaire sans avoir rencontré un champignon bénin qui déclenche aucune réaction, mais qui doit émettre des molécules. Alors on cherche encore à comprendre pourquoi, comment, c'est pas clair. Mais enfin, le fait est là. C'est une bonne rencontre pour la plante puisque ça mûrit ses défenses. Et vous voyez que le développement est un petit peu affecté par les champignons puisqu'ils permettent le développement d'un système immunitaire pleinement efficace. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en termes de développement, les champignons jouent aussi sur la forme. Et c'est eux qui aident les plantes à développer leur forme adulte. Désolé pour ceux qui étaient là hier. Ce sera leur deuxième dose de la même question. Alors je demande souvent aux gens, alors ceux qui étaient là hier ne répondent pas, est-ce que ces arbres vous paraissent normaux? C'est des hêtres. Oui, hein. Ils ont un tronc et ils ont des branches. En fait, ils ne sont pas normaux du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jeunes. Et que quand ils étaient jeunes, ils étaient comme ça. Ça faisait une boule, un buisson, puis une boule plus grosse. Puis une boule qui a commencé à être encore plus haute, parce qu'ils grandissent par le bout. Et même quand le tronc fera un diamètre de, 20, 30, 40 cm là, il devrait y avoir encore en bas les branches, même si elles n'ont pas poussé plus, qui dépassent. Exemple, si cet arbre pousse en pleine lumière, eh bien il fait des branches basses, à tous les niveaux. Alors où sont passées les branches basses? Même si elles arrêtent de se développer ensuite, qu'a eu l'arbre quand il était haut comme ça, puis haut comme ça, puis haut comme ça? Où sont-elles? En tout cas, ce n'est pas normal qu'elle ne soit pas là. Alors en fait, je vais vous montrer que... Alors vous sentez que mon arbre là, il est en forêt. Et donc vous vous dites, oui, mais le problème de ces branches, c'est qu'elles n'ont pas de lumière. Donc les branches basses, elles vont finir par mourir. Oui, mais même si elles meurent, elles doivent rester. Je vais vous montrer ce qui se passe en Bretagne, où, c'est mon pays d'origine, à Belle-Île-en-Mer, au moment du remembrement, on a proposé aux gens des cupressus et des pins californiens. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont été introduits. Introduits, ça vous rappelle les pins de tout à l'heure. Hein. Ils ont été introduits et les gens de ma famille, par exemple, entre autres, se sont dit je vais faire des haies un petit peu lâches, comme ça je récupérerai des plants et je vais faire des forêts. Et avec ces forêts, je vais gagner de l'argent. Pas de chance,
Ça se développe comme ça, regardez. Alors, effectivement, les branches basses sont mortes ou moribondes. On sent qu'elles n'ont pas de lumière, mais elles sont là. C'est pas beau, hein? C'est le bazar total. Quand vous allez voir en Californie, par contre, superbe. Parfaitement élagué, comme on dit. Il n'y a pas les branches basses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, les branches basses, elles sont soit faibles, soit mortes, et elles sont attaquées par des champignons qui sont soit des parasites de faiblesse, soit des décomposeurs de bois mort. Et ils décomposent. Voilà ici la mucidule qui sur le hêtre, attaque une branche qui était vivante au début, mais qui n'est plus très vivante, là, qu'elle est en train de bouffer. Et ces champignons-là rognent toutes les branches basses, soit comme par un parasitisme, parce qu'elles sont affaiblies, soit simplement parce qu'elles sont mortes et ils les mangent. Et puis quand ils arrivent au tronc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à rentrer dans le tronc, parce que le tronc est trop gros et pas assez oxygéné pour eux. Donc, ils meurent. Rassurez-vous, entre-temps, ils ont fait des spores et ils vont continuer leur business ailleurs, d'accord? Mais là, maintenant, il va se produire une cicatrisation, parce que l'arbre, en continuant à grandir, entoure, enveloppe cette cicatrice, et finalement, ça se referme. Et du coup, il n'y a plus d'ouverture à l'extérieur. Regardez, là, par exemple, j'ai une branche qui a été mangée, qui a disparu à un moment, et la croissance ensuite, qui a d'abord fait un petit bourrelet de cicatrisation, et maintenant une croissance homogène. Et du coup, il y a deux conséquences pour l'arbre vitales. La première, c'est que la fibre est maintenant bien droite, donc l'arbre est plus résistant mécaniquement. Elle n'englobe pas une espèce de discontinuité qui serait une branche qui viendrait se ficher dans le bois. Puis deuxièmement, là, il n'est plus question pour des maladies de rentrer. Les maladies de cœur du bois, elles peuvent rentrer à ce stade, mais là, c'est fini, elles ne peuvent plus rentrer. Ça a donc un effet à la fois sur la résistance mécanique du tronc et aussi un effet phytosanitaire. Et puis, de toute façon, c'est un effet sur la forme, puisque c'est ça, c'est cette sculpture de champignons, ce rognage de la forme par des champignons qui donne la forme de nos arbres en forêt. Champignons qui, dans le cas de mes cupressus et de mes pins de Californie, n'avaient pas été introduits de Californie. Je veux dire, ceux qui s'intéressaient à ces arbres-là, ils sont restés en Californie et du coup, il n'y a pas d'élagage de ces pins et de ces cupressus californiens en Europe. Là, c'est une sculpture de champignons. Alors vous sentez que là, la plante commence à être un petit peu formée, protégée, nourrie par des microbes, ça commence à être fort, il faut encore qu'elle se reproduise. Dernière image de la plante, la floraison. Et pour le coup, une fleur très odorante, celle de sureau, dont on fait des boissons aromatisées, des choses comme ça. Eh bien, quand on s'intéresse à la quantité de terpènes volatiles, qui sont ces molécules odorantes du sirop de sureau, mais du sureau en fait dans la nature. Bon, quand on s'intéresse à la quantité de terpènes émis, on voit que sur une dizaine de jours, la quantité de terpènes pour une plante normale diminue, mais bon, c'est du vieillissement, quoi. Sur 10 jours, la fleur émet des terpènes de façon décroissante. Bon, voilà. Si sur un autre lot de fleurs, qui pour le coup en émettait pas mal aussi, à un moment, on bazarde sur ces fleurs-là un composé bactéricide, eh bien, on voit que la production de terpènes diminue d'un facteur 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une partie de la volatilisation des terpènes de la fleur, volatilisation qui fait l'odeur, est due aux bactéries qui sont présentes dans la fleur. Donc jusqu'à l'odeur de la fleur, c'est une histoire de microbes. Et donc jusqu'à un acte important de la production qui est d'attirer des insectes pour qu'ils transboïtent le pollen, jusqu'à ça, c'est quelque chose qui est assisté de microbes. Évidemment, ils ne font pas tout seuls, mais ils sont dans la fonction. Bon, je crois que c'est rangé. À toutes les étapes, ils sont là. Ils contribuent aux fonctions. Mais évidemment, on peut se dire que les animaux, eux, ne subissent pas une telle loi parce qu'ils sont mobiles, parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils ne sont pas enracinés dans un sol à partir duquel ils peuvent être colonisés. Eh bien, malheureusement, pourtant, on ne fait pas d'animaux sans microbes, ne fût-ce que parce qu'ils digèrent avec des microbes. Alors, en matière de digestion avec des microbes, je vous ai pris l'exemple le plus violent, le paroxysme. C'est la vache. Alors la vache, pour le coup, c'est un herbivore pour beaucoup d'entre nous. Vous allez voir que dans quelques instants, ça ne sera plus un herbivore du tout. La vache mange de l'herbe, ça c'est clair, et elle passe son temps à mâcher, en regardant le caméraman ou les trains passer, 10 heures par jour de mâchouillage. La deuxième particularité des vaches, c'est qu'elles ont un gros bide. Elles ont quand même du coffre, hein. Et puis la troisième particularité, c'est qu'elles sentent une odeur assez forte, une odeur un peu fromagère, une odeur un peu
qu'on a dans le lait fraîchement trait, pour ceux qui connaissent ça, une odeur qui rappelle un tout petit peu le fromage. Je parle de vaches bien propres, hein, pas couvertes de bouse. Elles ont une odeur très forte, elles dégagent une odeur forte. Ah, et dernière chose, elles font aussi des bouses. Alors, ce qui est intéressant sur les bouses, et qui est la dernière chose un peu, celle-là bizarre des vaches, c'est que quand on regarde les particules d'herbe, enfin quand on regarde les bouses, on s'aperçoit qu'il y a des particules d'herbe dedans. Et quand on les colore avec des colorants, c'est le carmino vert pour ceux qui sont habitués à cette histoire-là, qui colore en rose la cellulose et en vert la lignine, on s'aperçoit que là-dedans, ces petits morceaux d'herbe contiennent encore de la cellulose et de la lignine, et ça c'est une très mauvaise nouvelle, parce que ça représente les 9/10 de la masse de l'herbe, de la masse sèche de l'herbe. Quand vous séchez de l'herbe, les 9/10 qui restent, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des particules d'herbe qui ressortent pas digérées. Et donc déjà c'est clair, la vache ne digère pas l'herbe, puisqu'il y a des morceaux d'herbe qui ressortent de la vache. Alors vous êtes un peu perplexe parce qu'effectivement on a quand même vu de l'herbe rentrer, et on va essayer de comprendre ça. Déjà le gros bit de la vache, hein, c'est qu'elle a une poche entre l'estomac et l'ésophage, une énorme poche 100 à 250 litres, ça dépend de la taille de la vache, ça fait du volume, dans laquelle arrive l'herbe et où il y a plein d'eau. De l'herbe dans l'eau à l'abri de l'herbe, qu'est-ce qui se passe à l'abri de l'air? Ça fermente, et il y a là-dedans des tonnes de microbes qui se développent. Les petits points, ce sont des bactéries. Les gros qui cavalent partout, c'est des choses qui mangent les bactéries. Les bactéries fermentent l'herbe. Elles se trouvent consommées par des plus gros microbes qui sont des protozoaires. Il y a aussi des champignons qui se développent sur les morceaux d'herbe. J'en ai pas à l'écran, mais au total, tout ça, c'est plusieurs millions de milliards de microbes qui sont dans cette espèce de sauce-là et qui font l'odeur de la vache, parce que pour le coup, la vache, dedans, ça fermente. Voilà déjà résolu la taille et l'odeur de la vache. On ne sait toujours pas pourquoi elle rumine. Pourquoi elle mastique. 30 000 mouvements par jour, 10 heures par jour de mastication. Vous voyez là, c'est quand la prochaine fois que vous mangerez de la joue de bœuf, vous aurez une pensée émue pour la rumination, comme on appelle ça. Alors elle va déglutir, regardez bien. C'est moi qui ai fait le film, donc ça donne un peu le mal de mer. Hop, et regardez bien là. Hop, c'est reparti. En fait, ce qu'elle rumine, ce n'est pas l'herbe qu'elle vient de manger, c'est l'herbe qu'elle régurgite de son rumen, cette grande poche. Et c'est pour ça qu'on parle de rumination. C'est une action qui est liée au rumen. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? 3 choses. 1. Elle découpe les morceaux d'herbe, ce qui facilite l'attaque par les microbes, puisqu'ils attaquent l'herbe par la surface. Quand vous découpez, vous faites plus de points d'attaque. Deuxièmement, dans sa salive, elle rejette l'urée et les phosphates de son métabolisme. Vous rejetez ça dans l'urine, eh bien elle rejette ça dans la salive. Pourquoi? Parce que cette urée et ce phosphate, qui pour vous est un déchet, pour les microbes qui sont dans le rumen, c'est une source d'azote, l'urée, et de phosphate, le phosphate. Donc elle recycle, elle. Ok, et troisième chose, elle sécrète des carbonates. Vous savez que la salive contient des carbonates, ça se dépose d'ailleurs sous forme de tartre sur nos propres dents, et ce carbonate, c'est un tampon. Et ça va tamponner l'acidité qui se développe par fermentation et éviter que les bactéries ne se tuent elles-mêmes par l'acidité qu'elles produisent. Car contrairement à une idée reçue, il y a beaucoup d'organismes dans la nature qui fabriquent des produits qui les intoxiquent eux-mêmes. Il n'y a pas que l'homme qui fait des déchets qui soient mauvais pour lui. Ça, c'est... Voilà. Ok, les cyanobactéries ne supportent pas les excès d'oxygène, pourtant c'est elles qui l'ont inventé. Hein. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que votre vache, qu'est-ce qu'elle digère? Eh bien, elle digère des microbes. Ces microbes qui prolifèrent et qu'elle nourrit, quand elle rumine, elle fait la cuisine pour eux, si vous voulez. Hein, elle leur découpe la nourriture et elle rajoute des engrais. Donc, elle élève ces microbes et ensuite, les microbes, ils sont filtrés au niveau de cette zone et ils passent, tout ce qui est petit passe dans l'estomac, puis dans l'intestin, et elle digère les microbes. Vous y êtes? Et pas l'herbe. C'est pas l'herbe. Et alors du coup, s'il y a une petite particule qui est assez petite d'herbe, qui est assez petite pour passer là, on la retrouve dans les crottes, elle ne sera pas touchée, hein, puisque la vache ne digère pas l'herbe. Vous y êtes? En fait, la plupart de l'herbe, quand même, se fait manger à ce moment-là. Mais bon, pas toute l'herbe, ce que nous racontent les crottes. Donc, les vaches sont-elles herbivores? Non. Ce qui est herbivore, c'est la vache avec ses microbes. La vache, elle mange des microbes. Et pour ceux qui font leurs études ici, c'est un microphage suspensivore. C'est-à-dire qu'elle mange des microbes en suspension.
En suspension, bon, elle les a élevés elle-même, mais enfin, c'est quand même des microbes en suspension. Et ça jette un jour... Vous voyez, là, on se marre parce qu'on dit, oui, la vache n'est pas herbivore, bon, c'est drôle. Mais ça jette un jour sur des questions sociétales. Tout le monde dit que c'est un scandale de donner des farines animales aux vaches. Mais attendez, on ne les donne pas aux vaches. On les donne aux microbes. Dans ces microbes, vous avez vu qu'il y en avait des gros qui mangeaient des petits. Donc il y a des carnivores de microbes. Mais enfin, c'est des consommateurs de plantes. Première chose. Deuxième chose, de toute façon, on sait très bien que la vache elle-même pratique la carnivorie, en tout cas l'ingestion de viande, pour nourrir ses microbes. C'est ce qui se passe avec le placenta à la naissance des petits. La vache mange le placenta parce qu'elle recycle les protéines du placenta. Elle va en avoir besoin pour le lait. Vous y êtes ? Et en fait, elle le recycle en le donnant à ses microbes. Donc, la vache, pas carnivore, je ne sais pas. Sans doute pas, non, parce que de toute façon, c'est les microbes qui font tout. Mais les farines animales ne sont pas un scandale. C'est juste recycler des déchets dans la chaîne de production alimentaire. Ça, c'est pas mal écologiquement. Après, il y a eu un problème avec la maladie de la vache folle. Mais attention, ce n'est pas un problème technologique. Les farines animales, c'est une invention de la zootechnie française des années 1840. C'est un des grands succès de la zootechnie française en plus. 1840. La maladie de la vache folle, si elle a été propagée par les farines animales, c'est que dans un contexte néolibéraliste thatchérien, les lobbies ont obtenu de baisser les températures de chauffage des farines, ce qui a laissé passer le prion. Il ne faut pas confondre un scandale du néolibéralisme et de la déréglementation, car c'en est un, avec un scandale sanitaire. Et en tout cas, biologiquement, donner des protéines animales à une vache, vous savez, elle le fait elle-même. D'ailleurs, quand elle peut bouffer des oisillons, elle ne s'en prive pas. Alors évidemment, avec ses 100 litres de rumen, elle ne peut pas courir derrière les oiseaux, mais en opportuniste, elle mange des oisillons. Il y a des vidéos atroces sur Internet. La vache, donc, nous renseigne sur cette façon qu'ont les animaux de digérer avec des microbes. Et alors, chez la vache, c'est paroxystique. Mais ces microbes protègent aussi, comme quelqu'un le disait dans une des vidéos, les animaux. Et nous allons prendre l'exemple de souris, parce qu'on aurait pu prendre l'exemple de l'homme, mais on ne peut pas faire trop d'expérience. Et avec les souris, on a aujourd'hui des souris élevées dans des bulles stériles. Vous voyez, ça, ce sont des gants, mais ils sont à l'extérieur parce que la bulle est sous pression. Et c'est sous pression d'air stérile, ce qui fait que l'air ne peut que sortir de la bulle et qu'il n'y a aucun microbe qui peut rentrer. Et on a là-dedans des souris qu'on élève sans microbes. On les appelle axéniques. Ça veut dire A privatif xénos, c'est des souris sans étrangers, sans microbes. Et vous allez voir ce qui se passe quand on est sans étrangers. Ça ne donne pas envie. Alors effectivement, des étrangers, une souris ordinaire, elle en est bourrée, elle contient des tas de microbes, ça c'est des bactéries du tube digestif de souris, et on connaît chez les souris entre 1000 et 10 000 espèces, chaque souris en contient 500 à 1000 espèces différentes, dans la peau, dans les oreilles, et aussi dans le tube digestif, ou dans le vagin pour les souris femelles. Il y en a partout, dans les trous, dans les cavités, sur les surfaces. Et les souris axéniques permettent de comprendre comment ça ne marche pas chez elles. Et donc, à quoi, par différence, servent les microbes dans une souris ordinaire. Alors déjà, la première chose, c'est que ces souris-là ont des petits problèmes digestifs. D'abord, il leur faut 30% de nourriture en plus pour la même croissance. Parce qu'elles digèrent moins bien. Ce n'est pas aussi grave que la vache, mais elles digèrent mal. Il leur faut des pilules vitaminiques régulièrement, car une bonne partie des vitamines provient des bactéries du tube digestif. C'est elles qui les fabriquent. C'est pareil pour vous, sauf que pour vous, on ne fait pas l'expérience de vous priver de bactéries. Et puis, elles s'intoxiquent facilement avec des aliments ordinaires de souris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de toxines de l'alimentation qui sont détoxifiées, détruites par les microbes du tube digestif. Les Asiatiques, par exemple, ne souffrent pas du tout de la toxicité du soja, qui contient des modificateurs endocriniens qui, chez les Européens, provoquent des cancers, provoquent des problèmes de l'équilibre minéral et des décalcifications. Enfin, en tout cas, pour les souches traditionnelles de soja, maintenant, on a des sojas sélectionnés pour ne plus contenir ces molécules. Mais on ne savait pas que ces molécules existaient avant d'amener le soja en France. Encore un déplacement transcontinental qui se passe mal. Eh bien, tout simplement, les Asiatiques ont des bactéries qui détruisent la dadzéine qui est ce perturbateur endocrinien du soja. Donc, vous voyez que, ça c'est un exemple chez l'homme, pour la nutrition, c'est important. Mais c'est aussi important dans la protection. Pourquoi ? Parce que ces bactéries qui sont présentes font main basse sur les ressources, protègent le milieu où elles vivent, car c'est leur habitat et leur garde-manger, vous y êtes. Donc elles ont un intérêt évolutif à protéger l'organisme dans lequel elles sont. Et elles produisent aussi des antibiotiques. Donc entre le fait qu'elles sont en compétition avec ce qui peut s'introduire et le fait qu'elles produisent des antibiotiques, eh bien voilà, on a une protection,
on empêche l'installation d'autres microbes, et notamment des microbes pathogènes. Je vais vous donner un exemple. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes ici au premier rang. Statistiquement, il y en a une d'entre elles qui est porteur du staphylocoque doré. 20% de la population. Mais moins de 1% de la population a un jour des problèmes avec le staphylocoque doré qui vont du bouton de fièvre à la septicémie qui peut tuer. On meurt du staphylocoque doré en France. Pourquoi? On commence à savoir pourquoi. Le staphylocoque doré, il est emmerdé en permanence par les autres membres de ces communautés microbiennes qu'on appelle des microbiotes. Le microbiote, c'est l'ensemble de la communauté, l'ensemble des espèces présentes. Dans le nez, par exemple, alors vous allez deviner où est-ce que ça a été étudié. Et pour ceux qui étaient avec moi ce matin, ils sont là encore. Je ne referai pas ce que j'ai fait ce matin, rassurez-vous. Pour les autres, il y a un staphylocoque, donc dit de Lyon, qui produit un antibiotique qu'on appelle la lugdunine. Donc vous sentez que l'équipe qui a fait ça travaille à Lyon, lugdunum en latin, qui en fait empêche le staphylocoque doré de faire sa paroi, donc il n'arrive pas à se développer bien. Il y en a, mais il vivote. Sur la peau, nous avons des levures qui en grande quantité font des croûtes rouges à la racine du nez, les malacésias. Ces malacésias empêchent les staphylocoques dorés de s'assembler en gros groupes. Et ils aiment bien faire ça, ils font des gros tas. C'est comme ça, quand il y a des antibiotiques qui leur arrivent dessus, ceux du milieu sont protégés. Ah oui, mais là, ils n'arrivent pas à faire des gros tas parce que les malacésias produisent des enzymes qui découpent les liens entre les cellules et du coup, ils deviennent sensibles à tout un tas d'autres trucs que, par exemple, font encore d'autres microbes. Donc, rassurez-vous, alors je ne sais pas à qui je dois parler là, mais celui qui est porteur de staphylocoque doré, la question, ce n'est pas d'être porteur ou pas, c'est d'avoir le bon écran, c'est-à-dire d'avoir la bonne diversité sur la peau. Mais il y a aussi une modification indirecte. C'est-à-dire que cet effet protecteur, il est non seulement direct, mais aussi indirect. Ça doit vous rappeler des choses qu'on a dit sur les mycorhizes. Effectivement, il y a une modification du système immunitaire, et ça, on ne l'a pas chez les souris exéniques. Regardez plutôt. On parle tout le temps du microbiote de l'intestin, alors ça, c'est saoulant, quoi, parce qu'on finit par ne plus voir qu'il y en a aussi ailleurs. Oui, il y en a ailleurs. On ne sentirait pas pareil si on n'avait pas des bactéries dans le nez qui contribuent à maturer le système olfactif. Il y en a partout dans toutes les fonctions. Mais alors, il y en a en particulier là sur la peau. Et on va prendre des souris auxquelles on va injecter une maladie qui n'est pas une maladie de souris, comme tout à l'heure pour le tabac, qui est une leishmaniose, un petit protozoaire là, qui fait des trous dans la peau de plus en plus grands jusqu'à atteindre ça fait des gros trous qui finissent par atteindre les organes vitaux. Bon, ce n'est pas vraiment le genre de truc dont on veut. Et on va mettre ça sur la peau d'une souris saine, d'une souris normale qui est pourvue de bactéries. Bah, regardez ce que ça fait. Ça fait une espèce de grosse lésion qui se décolle et la souris n'attrape pas la maladie. Ça va. Là où ça ne va pas, c'est quand on inocule cette maladie à une souris axénique. Vous savez, les souris et les vessobules qui n'ont absolument aucun microbe. Alors là, déjà, regardez la peau, elle est plus mince. De toute façon, elles sont anormales en tout point. Donc elle a une peau plus mince et regardez, elle fait une espèce de petite réaction là, de rien du tout. Et je commence à voir les lacunes qui correspondent à l'installation de la maladie. Elle chope la maladie, qui n'est pas une maladie de souris. Dommage. La taille des lésions est beaucoup plus petite chez les souris axéniques et n'est pas à même de repousser la maladie. Mais ce qui est joli chez les souris axéniques, c'est que vous pouvez faire des expériences pour vous montrer qu'effectivement, il suffit de remettre des microbes de la peau pour que la souris se défende. Donc, je vais prendre ma souris axénique et 15 jours avant de lui inoculer une maladie qui n'est pas sympa, je vais lui remettre sur la peau un microbe ordinaire. Le Staphylococcus epidermidis, staphylocoque de la peau, vous en avez 100 millions sur votre peau. Et je vous ai pris parce que vous avez l'air bien lavé, donc il n'y a pas de sous-entendu. C'est un truc ordinaire sur la peau des mammifères. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, quand on établit la maladie, la lésion formée est plus grosse et la plupart des souris n'attrapent pas la maladie. Tout ça en 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, il y a une modification du système immunitaire et le système immunitaire répond mieux. Regardons maintenant le nombre de globules blancs qui sont les cellules armées de la défense dans le système immunitaire qui sont produits, alors c'est des lymphocytes qui ont un nom à coucher d'or, mais qui sont les lymphocytes de l'immunité anti-protozoaire. On ne regarde que cela.
eh bien, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans la souris contrôle et ça évite la maladie. Il n'y en a pas beaucoup et ça n'évite pas la maladie dans la souris exénique. La souris exénique qui a récupéré quelque temps avant des staphylocoques, eh bien, elle en a beaucoup. Elle est capable de répondre fort et vite et ça évite la maladie. En fait, le système immunitaire, il est aussi construit chez les animaux par la rencontre à la naissance avec des microbes. Donc, ça veut dire que dans le développement, il y a des microbes qui interviennent. Et regardons maintenant rapidement d'autres éléments du développement que le développement du système immunitaire. Regardez plutôt ces expériences de comportement de souris qu'on a mis sur un dispositif en croix avec 2 bras de la croix entourés de hauts murs, de hautes cloisons. Et on laisse la souris se balader. Allons-y, une souris normale. Elle se balade entre les cloisons de ce bras-là, elle regarde dehors, elle se dit que ce n'est pas un endroit où foutre une souris et elle continue à explorer la zone cachée. Les souris sont photophobes, timides, elles n'ont pas des comportements de... rappelez-vous Tom et Jerry, hein, elles sont plutôt planquées dans les coins et ça vaut mieux que de traîner en milieu ouvert. Bien. Alors maintenant, je vais recommencer, mais avec une souris axénique qu'on va déposer à l'autre bout. Vous êtes prêts? Alors, on change de souris, on la dépose là, elle explore la zone où on l'a déposée, elle arrive à la croisée des chemins, et là, elle sort. Et là, on se dit, mais tu vas te faire bouffer, ou tu vas te prendre un coup de balai, rentre. Elle se penche en plus. Ça, c'est dangereux. Hein. Allez, rentre. Alors, eh ben non. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est une souris timide et une souris casse-cou, mais ça arrive, hein, on en connaît tous, qui prennent des risques et d'autres qui ne prendraient surtout pas le risque de sortir de chez eux. En fait, ce sont 2 sœurs qui sont nées sous bulle, et l'une est sortie de la bulle et s'est donc colonisée par des microbes du laboratoire. Donc déjà, génétiquement, bon. Mais on peut répéter ça sur plein de paires de souris et commencer à faire des statistiques. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on répète ça sur plein de paires de souris et qu'on étudie le comportement sur 5 minutes, les souris exéniques restent plus longtemps dans la zone ouverte et moins longtemps dans la zone centrale qui est là que les souris normales. Elles n'ont pas le même comportement, même si elles sont de la même famille. Et, alors l'histoire se finit mal pour les souris, les scientifiques ont fait des tranches fines dans leur cerveau pour essayer d'étudier comment ça marchait. Et ils ont notamment étudié l'expression de gènes, qui sont des gènes qui fonctionnent dans le système nerveux central, donc dans le cerveau, et ils ont regardé à quel point ils s'exprimaient. Plus ils s'expriment, plus c'est jaune. Moins ils s'expriment, plus c'est bleu. Et ce que vous voyez, c'est que les souris exéniques et normales n'expriment pas pareil des gènes. Alors, parmi la tartinée de gènes qu'ils ont utilisés, je vous en présente 2. Un gène qui s'exprime, hein, qui est actif quand la souris est stressée. Mais les souris ont été élevées dans les mêmes conditions. Donc le même niveau de stress. Et ce qu'on voit, c'est que les souris normales expriment beaucoup plus ce marqueur de l'anxiété que les souris axéniques. Ça va bien avec le fait que les souris axéniques prennent plus de risques, elles éprouvent moins de stress. Après, ce n'est peut-être pas la seule cause, hein. C'est plus compliqué le comportement, ça ne se résume pas à un gène. D'autre part, j'ai ici un marqueur de plasticité synaptique, c'est-à-dire un gène qui s'exprime quand les synapses se réorganisent. Un mécanisme qui est en fait la réorganisation des contacts entre les neurones et qui est lié à la mémorisation. Eh bien, on voit que ce marqueur s'exprime moins chez les souris axéniques. Et on sait que les souris axéniques, quand on leur fait un truc du genre on cache toujours au même endroit de la cage la nourriture, eh bien, elles mettent 8-10 jours de plus que des souris normales à retenir que le matin en se levant, il ne faut pas chercher partout, il faut juste aller dans ce coin-là, soulever la feuille et c'est dessous. Elles ont des problèmes de mémoire. Eh bien, ça s'explique sans doute par des causes complexes, mais ça va bien avec cette histoire-là. Vous sentez que le système nerveux se développe en fonction ou non de la présence de microbes? Alors ça, c'est fort. Mais alors, vous en avez quand même un petit peu marre, là, les vaches, les souris, vous avez envie qu'on parle de l'homme parce que vous vous dites, et alors, est-ce que moi, je ne suis qu'un fœtus sur un océan de microbes? Alors, puisque nous sommes des animaux, on peut prédire que la réponse va être positive, mais regardez ce qui s'est passé en 50 ans. Nous avons vu s'effondrer les maladies transmises par des microbes grâce à l'hygiène. Mais dans le même temps où on faisait régresser des choses qui ont emmerdé l'Europe, hein, la tuberculose par exemple, c'est pareil, on a vu exploser des maladies de la modernité qui ont eu l'air de sortir de nulle part, qui sont des maladies du métabolisme, diabète, obésité, qui sont des maladies du système immunitaire, qui commencent à attaquer l'organisme, maladie de Crohn, qui est surréactif, l'asthme.
On a aussi des maladies du comportement, l'autisme, multiplié par 10 en 30 ans. Non, multiplié par 3 en 10 ans, pardon. J'ai un peu tout mélangé, là ça fait à peu près le même résultat, mais c'est multiplié par 3 en 10 ans en Europe. En Europe, parce que alors là, fin fond de l'Afrique, pas de problème. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on examine les individus malades par rapport aux individus sains, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas les mêmes microbes dans le tube digestif. Pour toutes ces maladies, obésité, autisme, diabète, maladie du système immunitaire, asthme. Et en fait, ils présentent un microbiote, c'est-à-dire une diversité microbienne différente et plus faible surtout, que celle des individus sains. Et quand on fait des transferts d'un individu sain à un individu malade, ce qu'on fait que expérimentalement dans des conditions cliniques, parce que donner la merde de quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est culturellement pas apprécié. Et puis on ne sait pas, on prend peut-être des risques, mais chaque fois qu'on a fait ces expériences sur le diabète, sur l'autisme, sur l'obésité, on peut aussi le faire sur des souris, mais là ça vous intéresse moins, je sens. Alors, on s'aperçoit que les symptômes régressent. Alors, attention, petit 1, ils ne régressent pas complètement. Ce qui veut dire que, le microbiote c'est quelque chose, c'est un facteur causal, mais ça n'explique pas tout. Et deuxièmement, petit à petit, les symptômes reviennent. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce qui se passe en termes de microbiote, au début, quand les symptômes régressent, vous avez le microbiote du donneur, et puis petit à petit, ça réévolue vers la composition ordinaire du malade, en parallèle, ce qui est une preuve supplémentaire d'un lien. Ça veut dire que ces maladies sont des maladies complexes. Leur déterminisme, il est comportemental, environnemental, génétique et microbiotique. Il est lié au microbiote. Et nous, en Europe, à force d'être trop propre, on a éliminé les méchants, on a éliminé les bons, et on a ici des maladies en pleine progression qui atteindront en 2025 un quart des Occidentaux. Aujourd'hui, 30% des enfants ont de la dermatite atopique. Un truc, moi j'avais en cours de récréation, j'ai jamais entendu le nom, bien sûr, mais surtout jamais vu les symptômes. Maladie de peau liée à un microbiote de la peau modifié. Bon. Il est temps de retrouver ce que j'appelle la saleté propre, qui est ce degré de contamination, c'est un oxymore, tout le monde est mort de rire, mais c'est le degré de contamination qui est plus propre à nous protéger que l'hygiène. Parce que ça, c'est culturel, et ça, c'est biologique. Et aujourd'hui, le culturel, il a déraillé par rapport au biologique. Nous sommes trop propres. Alors, ce n'est pas un éloge de la puanteur, mais c'est vous rappeler que nous avons besoin de microbes. Et je vais vous montrer la plus belle preuve de ce besoin de microbes. C'est une preuve de toute beauté. Ça, vous pourriez voir ça comme le lien de la mère à l'enfant. Et en fait, c'est plus compliqué. D'abord, c'est un des moments où l'enfant commence à acquérir les bactéries qui vont coloniser son tube digestif. Mais c'est plus compliqué l'allaitement. Vous savez que les enfants pleurent beaucoup, et ils pleurent avant même d'avoir compris que ça attirait les parents. Ils pleurent avant même de s'en servir pour manipuler les parents. Ils pleurent parce qu'ils ont mal au bide. Ils pleurent parce qu'ils digèrent mal, mais c'est normal, ils n'ont pas encore l'ensemble des microbes qui leur permettent de digérer bien. Ils pleurent parce qu'ils ont des maladies dans le tube digestif, des diarrhées, parce qu'ils n'ont pas encore la flore qui les protégera de ça. Vous y êtes? En fait, on n'a pas d'hommes axéniques, mais on a des enfants. Et on voit très bien qu'ils ne marchent pas bien tant qu'ils n'ont pas leurs microbes. Eh bien, justement, dans le lait de la maman, il y a le début de la solution de ça. Le lait de la maman est, comme tous les laits, riche en eau. Pas de quoi tuer un chat, c'est normal. Il est riche en sucre, ce sucre qui est abondant dans le lait, et vous savez que ne digèrent que les petits, chez tous les mammifères, que les adultes en général ne digèrent plus, le lactose. Bon. Il y a aussi des lipides, c'est pas étonnant. Hein. Il y a des protéines, alors là non plus, ça n'étonne personne, sauf que ces protéines sont moins abondantes qu'un autre composant qui est le troisième par ordre d'abondance dans le résidu sec, les oligosaccharides du lait humain. Alors le nom est infâme, la formule chimique encore plus, et d'ailleurs on ne sait pas les synthétiser, du coup il n'y en a pas du tout dans les laits artificiels. Ok ? On ne sait pas les synthétiser. Mais de toute façon, les médecins nous ont dit, ils nous disent souvent des choses, les médecins. Et ça nous coûte cher, vous allez voir, ça nous coûte cher en consultation, mais aussi en santé. Les médecins se sont dit, mais ce n'est pas la peine d'en mettre, de toute façon, les enfants ne digèrent pas ces oligosaccharides. Si les médecins avaient étudié les sciences de l'évolution, ils se seraient dit qu'il est impossible dans l'évolution de garder de façon stable la production d'un produit coûteux s'il n'y a pas un avantage. Parce que sinon, le premier mutant qui ne fait pas ça, il économise de l'énergie et il fait plus d'enfants avec ça.
où il fait plus de lait pour plus d'enfants. Vous y êtes? Donc c'est évident que c'est un rôle puisque toutes les mamans en font. Alors en réalité, on sait aujourd'hui que ça, bien sûr l'enfant ne les digère pas, mais les bifidobactéries, les lactobacilles peuvent digérer ça et eux seuls. Et donc c'est une façon d'encourager et de nourrir sélectivement ces microbes qui vont établir rapidement la microflore favorable dans le tube digestif de l'enfant. Il y a dans le lait maternel 15 grammes par litre qui sont faits pour les microbes. C'est beau, hein? Et pour le coup, ça veut dire que ça, c'est pas du tout que le lien de la maman à l'enfant. Cette très belle image est aussi quelque chose qui rappelle en lettres de feu que dans notre biologie, il y a un lien aux microbes et que l'urgence pour l'enfant, c'est de le nourrir bien sûr, mais de l'aider à acquérir ces microbes. Bon, alors là, je pense que c'est fait. Vous voyez qu'il n'y a pas d'animaux sans microbes et l'homme n'y fait pas exception. Mais l'homme, il a fait autre chose. Il propage aussi des savoir-faire, et notamment des savoir-faire autour de l'alimentation. Et c'est un des aspects, un des grands traits des civilisations, l'alimentation, les particularités de l'alimentation. Et ça non plus, c'est une histoire qu'on n'a pas fait sans microbes. Regardez. Vous les voyez les microbes? Alors, moi j'en vois. J'en vois dans la panification, j'en vois dans le yaourt, et j'en vois dans le fromage. Là où c'est moins attendu, c'est qu'il y en a aussi dans le beurre. Le beurre est un aliment fermenté. Alors ça surprend, moi-même ça m'a surpris, je l'ai appris après avoir écrit mon bouquin. Je n'en parle pas dans le bouquin, mais le beurre est aussi fermenté par des lactobacilles. C'est ce qui fait que ce n'est pas de la crème fraîche. Bon, alors donc ils sont là, les microbes. Et là, je pense qu'on a oublié quelque chose, c'est que les microbes, ce n'est pas seulement parce que le pain ou le fromage ou le yaourt c'est bon, c'est parce qu'à l'époque où on a commencé à faire des aliments fermentés, c'était obligé. Et en fait, quand vous allez voir les aliments qu'on a été obligé de fermenter, vous allez voir qu'au néolithique, l'alimentation était toxique. Et il n'y a pas eu de révolution néolithique sans concept de microbes. Alors quand je dis qu'il n'y a pas eu de néolithique sans microbes, là j'ai carrément des collègues au Musée de l'Homme qui s'effondrent de rire. Examinons les faits. Les laitages. Les laitages, je vous rappelle qu'il y a des gens qui ne les supportent pas. Alors, je sais qu'en France, on est une majorité à supporter les laitages, mais la plupart des gens, dans les autres populations où on ne boit pas de lait, ne supportent pas les laitages. Et chez nous, il y a quand même 36% des gens qui digèrent mal le lait. Pourquoi? Parce qu'ils ne digèrent pas le lactose. Je vous en ai parlé à l'instant. La capacité à digérer le lactose chez les mammifères, elle disparaît à l'âge adulte. Ça évite que les adultes aillent piocher dans le lait d'ailleurs des enfants. Oui, c'est quand même ce serait un petit peu rageant parce qu'ils ont quand même plus de moyens d'accéder à la ressource que les enfants. Eh oui. Non, mais c'est un verrouillage de l'interaction, c'est clair, avec l'enfant. Et donc, ce qu'il faut pour digérer le lactose, en fait, c'est cliver en deux les deux sucres du lactose et séparer le galactose et le glucose qui, eux, vont pouvoir passer dans les cellules de l'intestin. Mais ça, c'est trop gros pour rentrer. Si vous n'avez pas l'enzyme qu'on appelle la lactase, vous ne pouvez pas digérer le lactose. Et qu'est-ce qui se passe? Les bactéries qui sont dans l'intestin, elles le digèrent. Et avec ça, elles font des produits acides. Je vous ai dit, la fermentation, ça acidifie. Et cette acidité abîme le tube digestif. Et d'autre part, comme il y a plein de produits acides, acide lactique, acide acétique et autres qui sont formés, ils attirent l'eau du corps vers l'intestin et ça donne une diarrhée, tout simplement. Et donc, si on insiste à boire du lait quand on ne digère pas le lait, on ne digère plus bien. Bref, ce n'est vraiment pas l'aliment requis. Alors, il faut bien réaliser que nos ancêtres, quand ils ont commencé à traire les vaches, ils étaient intolérants au lactose. On le sait pourquoi? Parce qu'on les a déterrés, on a déterré les os, et dans ces os, on peut faire de la génétique, regarder les positions intéressantes du gène des lactases et voir si ces gens produisent ou non du lactose à l'âge adulte. Et ce qu'on sait, c'est que pour les tout premiers éleveurs du néolithique qui avaient des vaches, et vous allez voir, qui faisaient du lait, qui traillaient du lait, quand on étudie leur composition génétique, c'est clair, alors ça ne parle pas sur l'écran, mais la conclusion est raide, ils sont tous intolérants au lactose. C'est pas juste qu'on a commencé à boire du lait là où par hasard il y avait des gens qui arrivaient à digérer le lactose à l'âge adulte. On a commencé à boire du lait dans des coins où les gens ne digéraient pas le lactose à l'âge adulte. Alors comment ils faisaient? Déjà, comment est-ce qu'on sait qu'ils avaient du lait? Vous vous doutez que ça, c'est il y a 5-6 000 ans. On ne va pas leur poser la question. Mais on retrouve leur poterie. Et on retrouve notamment des poteries qui contiennent des traces d'acide gras de lait. Donc, ils ont trait leurs vaches. Et ces poteries ont une forme amusante, non? Regardez, elles sont bourrées de trous.
C'est quoi cette poterie? Eh bien oui, c'est un pot à faisselle, quoi. C'est pour laisser passer le petit lait après avoir caillé le fromage. Vous y êtes? Et quand vous faites du fromage, déjà, il y a beaucoup de lactose qui part dans le petit lait. Bon, ça, c'est dommage, hein, parce que c'est perdu. Mais surtout, celui qui reste dans le caillé, il va vite être fermenté par les bactéries. Et donc, quand vous allez manger votre fromage, il n'y a plus de lactose. Les gens qui sont intolérants au lactose, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils peuvent manger des fromages. Hein. Et d'ailleurs, alors évidemment, aujourd'hui, on a oublié ça. Pourquoi? Parce que ça a sélectionné les gens capables de boire du lait, le fait d'avoir du lait. Parce que vous ne perdez pas le petit lait, parce que vous avez accès à la ressource plus vite. Quand vous faites du fromage, vous pouvez vous le faire piquer. Hein. Donc, il y avait un léger avantage qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui digèrent le lactose à l'âge adulte. Uniquement d'ailleurs dans les régions du monde, comme certains coins d'Afrique ou en Europe, où on fait du lait. Ailleurs, il n'y a toujours pas grand monde. Et en plus, je vous signale qu'on n'est pas obligé de perdre le petit lait. Hein. Quand on fait du yaourt, pour le coup, on récupère aussi le petit lait. Bien. On récupère tout le lait dans le yaourt. Et il n'y a plus de lactose. Alors, le drame, c'est que l'industrie, aujourd'hui, rajoute dans les yaourts de la poudre de lait. Donc, en fin de fermentation, on remet du lactose. Du coup, c'est dommage, mais... Alors, faire du fromage, c'est plus compliqué que de rendre comestible un lait toxique. Là, je pense que c'est clair. Hein. Mais c'est plus compliqué parce que quand vous avez un beau fromage, voilà un Saint-Nectaire qui n'a pas été trop tripatouillé, le champignon est encore florissant dessus. On parle de fleurs du Saint-Nectaire. Hein. On voit très bien deux choses. Un, il y a en sous-couche une bactérie orange qu'on retrouve dans le Münster ou dans le Vieux-Lille. Oui, qui est une bactérie qui sent les pieds, parce que c'est la même que celle qu'on a sur les pieds. C'est des brévibactéries, c'est les mêmes. D'ailleurs, regardez, ce soir, vous essayerez de mettre la peau de vos pieds à côté de la peau de votre visage et vous verrez, la peau des pieds a toujours une note un peu plus orange. C'est les mêmes bactéries. Alors, puis c'est bon comme exercice à faire parce que ça permet de vérifier. Mais pourquoi je vous parle de ces bactéries oranges? Parce que leur couleur orange m'intéresse. Ce qui est orange, c'est des carotènes. Or, le carotène, vous savez, c'est le précurseur de la vitamine A. Et le carotène s'oxyde très vite, la vitamine A aussi. Votre lait, en quelques dizaines d'heures, il perd tous la vitamine A. Et quand vous mangez du fromage, le lait stocké contient encore de la vitamine A. Celle des microbes qui se sont développés dessus. Le yaourt contient aussi de la vitamine B. On pourrait multiplier les exemples de vitamines qui viennent des microbes. Mais il y a mieux. Imaginez le pathogène qui arrive dans l'air, puisque quelqu'un disait dans la vidéo, plusieurs personnes disaient les microbes sont dans l'air. Oui, ça commence souvent comme ça. Quand il se pose ici, c'est un peu la cata pour lui. Hein. Imaginez ça, c'est une listeria là. Quand elle se pose, elle se trouve en compétition avec des microbes, dont certains produisent aussi des antibiotiques sur le Saint-Nectaire. Vous savez ce que c'est ça là? Cette petite tache un peu bleutée, c'est un pénicillium. Pénicillium, certains en tout cas font de la pénicilline. Sans doute pas ceux-là honnêtement, mais vous voyez que là il y a des champignons qui sont capables d'emmerder les autres, les concurrents, avec des antibiotiques. Les antibiotiques c'est fait pour emmerder les autres, parmi les microbes, hein, c'est l'idée à la base. Bon. Donc il y a une protection ici, et je vais vous montrer cette protection avec de superbes travaux de l'INRA d'Aurillac, où on fait pousser pendant 30 jours la listeria, donc, qui est un contaminant des fromages qu'on n'aime pas beaucoup, puisque ça peut donner des grosses diarrhées, ça peut abîmer les reins, et ça peut provoquer des avortements, donc c'est vraiment pas la chose que l'on souhaite. Alors on le fait grandir pendant 30 jours. D'abord, regardez, cette courbe-là, c'est tout seul. L'échelle ici est en puissance de 10. Ça grandit 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. D'accord? En 30 jours, la bactérie s'est multipliée 1 million de fois, quand elle est toute seule dans le milieu de culture. Maintenant, on rajoute dans le milieu de culture des compétiteurs qui sont des mélanges de souches utilisés dans l'industrie. Alors, on ne va pas citer de fromage, mais il y a tous ces fromages faits à partir de lait stérilisé par pasteurisation. Et pour qu'ils refassent du fromage, il faut leur rajouter des souches. Donc, on va mettre ces mélanges de souches alors, je ne sais pas, moi, le caprice des moines ou la chaussée aux dieux, pour ne pas citer de nom. On rajoute ces souches et on voit qu'effectivement, elles concurrencent un peu la listeria. Ensuite, on retourne dans cette cave à Saint-Nectaire, on prend un gratouillis en vrac là, de tas de trucs, on le rajoute dans le milieu et là, ça pousse nettement moins, ça pousse 100 fois moins. La listeria, les mélanges de souches industrielles ont des bonnes caractéristiques en termes de goût ou de texture,
mais elles n'ont pas de rôle protecteur. En revanche, les savoir-faire traditionnels amenaient des flores écrans qui, comme au fond de notre tube digestif ou sur notre peau, nos microbiotes traditionnels avaient un rôle protecteur. Et ça, vous voyez que l'industrie a échoué à retrouver le rôle protecteur. Car, j'insiste là-dessus, les grands scandales de contamination des aliments lactés, ce sont des produits industriels produits dans des conditions d'hygiène irréprochables. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Lactalis, c'est de ne pas nettoyer. Mais non. Alors après, peut-être que... Vous coupez au montage ou pas? Alors je ne ferai pas la blague. Mais non, bah non. Voyons, un fleuron de l'industrie française. Alors, l'idée, c'est de retrouver dans l'alimentation, dans l'agroalimentaire, cette saleté propre, c'est-à-dire ce degré de contamination qui est plus propre en termes de santé, plus propre à nous protéger que la stérilisation totale et la réintroduction d'un microbiote, allez, disons-le, insuffisant. Le néolithique, ce n'est pas que du lait, c'est aussi des plantes. Et les plantes au néolithique, quand on commence à les domestiquer, elles sont très proches de leurs ancêtres sauvages, et en un mot, elles sont bourrées des défenses des plantes que les plantes ont dans la nature. Et ces défenses les rendent toxiques. Exemple, le riz en Orient, le maïs en Amérique, ou dans le croissant fertile et bientôt en Europe, le blé et l'orge, nous racontent la domestication des céréales. Mais les céréales, leurs graines, pour les céréales sauvages, c'est vital pour leur production et elles sont bourrées de défense. Et cette défense est une défense assez subtile car elle a un double rôle. Vous allez voir qu'elle empêche les sels minéraux de s'en aller de la graine quand elle est encore en vie ralentie. Ça retient les sels minéraux, mais ça les retient tellement que ça les rend inaccessibles aux animaux. Les céréales stockent leurs phosphates sous forme de phytate, une molécule où les phosphates sont fixés sur de l'inositol. Bref, c'est une grosse molécule qui scotche le phosphate. Si vous n'avez pas l'enzyme qu'on appelle une phytase qui découpe les phytates, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer le phosphore. Du coup, vous mangez vos céréales, mais vous ne récupérez pas le phosphore. Alors, je vous entends me dire, oui, mais il n'y aura qu'à manger autre chose. Bon. Alors, évidemment, le phytate, là, comme ça, il n'arrive pas à sortir de la plante aussi, hein, donc ça reste bien dans les graines, même au moment où elles se réimbibent. Hein, c'est aussi une stratégie qui évite que le phosphate soit lessivé par l'eau lors de la germination. Pour ceux qui ont connu les grains à aleurones, les couches à aleurones, en fait, hein, les phytates, c'est le globoïde des grains d'aleurone. Bon, on n'étudie plus trop ça maintenant. Ces phytates sont très chargés négativement puisque chaque phosphate a une charge négative. C'est des molécules hyper négatives. Ça attire donc les molécules positives comme le calcium, le magnésium, le fer. Tout le fer, le magnésium, le calcium de la graine est scotché sur les phytates. Et du coup, il ne s'en va pas lors de la germination ou lors de la réimbibition de la graine. Mais vous, si vous ne cassez pas les phosphates, vous ne digérez pas ça. Alors, je vous entends encore, vous allez me dire, il n'y a qu'à manger autre chose. Ah oui, mais il reste des phosphates libres. Donc, si vous rajoutez du fer, du magnésium ou du calcium d'une autre source, ça va aller se scotcher sur les phytates des céréales que vous avez mangées et ça sort définitivement. Qu'ont fait nos anciens? Eh bien, ils ont fait du pain parce que quand on fait du pain, et alors attention, du pain au levain, il y a en plus des levures des bactéries qui donnent, par fermentation acide, ce goût acidulé au pain au levain. Et ces bactéries, qui sont des lactobacilles, elles ont des phytases. C'est-à-dire qu'elles ont les enzymes qui découpent les phytates, libèrent le phosphate, le calcium, le fer, le magnésium, déjà pour elles. Et quand ensuite on cuit ça, eh bien on a un aliment qui ne nous déminéralise plus. Réalisez qu'au néolithique, nous avons perdu 15 cm pour les hommes, 13 cm pour les femmes en moyenne, sur nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, parce qu'on s'est déminéralisé à manger des céréales. Ça, c'est pour l'Europe. Vous y êtes? C'est une malbouffe, le néolithique. Et en grande quantité, puisqu'on va avoir beaucoup de lait, beaucoup de céréales. Et le pain a permis, la fabrication du pain a permis de contourner ça. Vous savez, les plantes qui étaient imbouffables à l'état quasi sauvage, il y en a d'autres. Le chou. On a oublié ça aujourd'hui parce qu'on a sélectionné des choux qui contiennent pas beaucoup de ces molécules. Mais c'est bourré le chou sauvage, c'est immangeable. C'est bourré de glucosinolates qui sont des composés soufrés typiques de la famille du chou qu'on retrouve dans les radis,
dans la roquette, dans le wasabi ou dans le réfort. Ça va, là, le wasabi, ça fixe les idées. Bah, pour le coup, le chou sauvage, c'est immangeable parce que c'est super fort déjà. Deuxièmement, si vous insistez, bah, ça donne des diarrhées parce que ça bousille le fonctionnement du tube digestif. Et si vous insistez encore, c'est cancérigène. Les glucosinolates du chou sauvage, c'est vraiment des saletés. Qu'est-ce qu'on a fait historiquement? On a fait de la choucroute. C'est-à-dire que là, vous avez des bactéries qui fermentent la choucroute, qui détruisent ces glucosinolates parce que c'est toxique pour elles. Et puis, secondairement, aujourd'hui, on a sélectionné des choux qui ne produisent plus de glucosinolates ou qui n'en produisent que certains qui sont odorants, mais pas de toxiques. Donc aujourd'hui, vous pouvez manger votre chou cru. Mais autrefois, on n'aurait pas mangé de chou sans ça. Et en plus, le chou fermenté, vous le stockez en hiver, donc il perd toutes ses vitamines, mais vous avez des vitamines dans les bactéries qui sont là, notamment de la vitamine C, et ça explique quelque chose que ma compagne, qui est polonaise, me raconte, c'est que sa grand-mère l'obligeait à manger de la choucroute 2 fois par semaine en hiver. C'était un bon sens, effectivement, d'Europe centrale, parce que en hiver, c'était la seule façon de ne pas attraper le scorbut, de manger des aliments fermentés. Et d'ailleurs, ceci nous ramène au point de départ, et donc vous sentez que la boucle est embouclée, vous allez bientôt être libre. Si les Européens ont été capables de traverser les océans, pour aller planter des pins en Amérique du Sud ou en Afrique, c'est parce que notamment ils ont embarqué des aliments fermentés où il y avait encore notamment de la vitamine C pour lutter contre le scorbut. C'est James Cook qui généralise dans la marine britannique l'usage du chou fermenté. Donc c'est aussi une source de vitamines. Et puis là en plus c'est tellement acide le chou que c'est trop acide pour que d'autres choses s'installent et donc c'est protégé par sa propre acidité. Bref, les chemins de l'évolution culturelle ont repris les mêmes chemins qu'avait pris l'évolution biologique en recrutant des microbes pour aider à digérer, pour détoxifier, pour protéger, pour mettre des vitamines. Vous y êtes? Finalement, les microbes ont été aussi bien des opportunités pour notre évolution biologique, nous avons recruté pour des fonctions, et dans notre évolution culturelle, nous avons aussi recruté des microbes pour les mêmes fonctions. Ici, les chemins de l'évolution culturelle reprennent ceux de l'évolution biologique. On sent au passage que l'opposition qu'on pourrait avoir naïvement entre une vision culturelle et sociologique ou anthropologique du monde et une vision scientifique du monde peuvent se réconcilier dans les concepts, car il s'agit toujours d'évolution, avec des essais, des erreurs, des sélections, des abandons, des pertes par hasard, ce qu'on appelle la dérive. L'évolution culturelle est une forme d'évolution biologique. Ça ne veut pas dire que seuls les biologistes peuvent en parler. On a bien sûr besoin de spécialistes de l'évolution culturelle, mais si ces spécialistes de l'évolution culturelle admettent qu'ils ont des choses à récupérer en évolution biologique, leur discours en sera enrichi, comme le discours d'un évolutionniste est enrichi de prendre en compte les particularités de l'évolution culturelle. Et là, malheureusement, on ne prend pas forcément le chemin de cette réconciliation entre les sciences de l'homme et celles de la nature. Je fais une parenthèse, quand je dis ça, je pense notamment à la réforme actuelle du lycée, où on a laminé l'enseignement des SVT, puisqu'il n'y en a plus en première et en terminale, il n'y en a plus. Il y en a 30 minutes par semaine dans un enseignement de sciences en bloc. Numérique, mathématiques, physique, chimie, SVT. Alors, vous sentez d'ailleurs un léger décalage avec les enjeux actuels de l'environnement, de la santé, de la sexualité. Bon, voilà, ça c'est dit. Et quelque part, c'est le fait de gens qui, formés par les sciences humaines, car le cabinet de Blanquer, même son cabinet scientifique, ce sont des gens qui sont sortis des sciences humaines et qui, sincèrement, pensent ne pas avoir besoin de la biologie. Dixit, je n'ai jamais fait de SVT, je ne m'en porte pas plus mal. Ce qui veut dire, au passage, et ça on peut le garder, que nous crevons aujourd'hui. Nous ne crevons pas. Nos enfants vont crever du fait que, parce que nous c'est bon, moi je vais crever, mais j'aurai une retraite je pense, et je mangerai à ma faim encore. Mais nos enfants vont crever justement de ne pas réconcilier les sciences humaines, au sens large, et les sciences, alors on les dit dures, la biologie est quand même un peu molle par moment, et les sciences, on les dit exactes, mais enfin on peut être exact en histoire et inexact en... Bon, donc je ne sais pas comment les appeler, mais on a une réforme qui est posée au milieu de la réforme du lycée qui mettait sur la table des possibles nouveaux qui sont en train de se refermer. Vous choisissez un maximum d'options de lettres, vous aurez 5% de sciences en terminale,
vous choisissez un maximum de sciences, vous aurez 45% de lettres en terminale. Eh bien, je suis désolé, 45-55, c'est l'équilibre. 95-5, c'est une façon de nuire à la jeunesse. Alors ça, c'est dit, et c'était une parenthèse parce qu'il y a des enseignants dans la salle, vous savez que ça ne sert à rien de gesticuler puisque ça n'a pas empêché la réforme de se faire, mais enfin, quand même, ça libère de dire que le monde est mal fait par ceux qui le font. Oui, non, monsieur. Non, mais c'est hyper démagogique là, de faire ça, parce qu'effectivement, ça n'ouvre même pas de solution, c'est de l'indignation brute, et c'est vrai que la solution, on a du mal à trouver, et justement, on peut s'inquiéter qu'elle ne soit pas trouvée demain par un biberon de sciences en général, hein, pas que naturelles, de sciences en général, pour tous, y compris ceux qui ne seront pas biologistes, mais décideurs. Bon. Donc, c'est vraiment très inquiétant, et il faudra refaire cette réforme. La copie est un vague brouillon de l'espoir qu'elle a soulevé. Alors, maintenant... j'ai fini, je voudrais juste vous rappeler, pour revenir à des choses qui sont belles car elles sont dans la nature, que l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les microbes. Mais en fait, ce n'est pas si vrai que l'essentiel est invisible pour les yeux. Bien sûr, on ne voit pas les microbes et ils sont partout, mais justement, maintenant, quand vous verrez une plante, une vache, quand vous vous lèverez le matin en bonne santé, vous pourrez penser que tout ça est constitué par des microbes. Et justement, l'autre grande leçon, c'est que toutes ces choses qui pourraient nous paraître exister en elles-mêmes et indépendantes et autonomes, d'ailleurs on parle d'individus pour dire que c'est indivisible. Ici on ne voit que la maman et l'enfant. Toutes ces choses qui nous paraissent être présentes à part entière, exister de façon autonome, sont dépendantes, sont toujours accompagnées, en un mot ne sont jamais seules. Alors ça pourrait presque être le titre d'un livre d'ailleurs. Mais elles ne sont jamais seules parce qu'elles sont accompagnées de microbes. Et pour revenir à mon introduction, dans beaucoup de ces interactions, c'est une interaction à bénéfice mutuel. Ces microbes en profitent tout autant que les animaux ou les plantes qui les hébergent ou les gestes culturels qui les favorisent. Et donc on est bel et bien dans ces relations mutualistes, sauf que l'essentiel du mutualisme, c'est avec des microbes. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir.